Depuis octobre 2013, les produits de santé qui revendiquent un statut de produit innovant sont tenus de présenter à la Haute Autorité de Santé une étude économique dite d'efficience. Dans ce cadre, les produits de santé qui auront fait l'objet d'une étude d'efficience en première inscription devront présenter une étude réactualisée au temps de la réévaluation par les autorités publiques. Par hypothèse, on attend de ces réactualisations que les données dites de vraie vie permettent d'affiner l'estimation du fameux ratio différentiel coût-résultat. Quels seront alors les apports de ces études post-inscription? De quelles données aura-t-on besoin? Qu'est-ce qui est faisable? C'est ce que je souhaiterais aborder avec vous. Ces études sont avant tout une réponse aux incertitudes résiduelles, mais non négligeables, qui ne peuvent pas être levées au moment du lancement d'un produit. On connaît bien ces incertitudes. Les données d'efficacité et de sécurité des traitements sont celles qui proviennent des essais cliniques pivotaux. Dans la vraie vie, en supposant que les indications remboursées soient respectées par les prescripteurs, l'efficacité, ce qu'on appelle en anglais l'effectiveness, peut être différente de celle observée à l'origine pour les raisons suivantes. La variabilité statistique intrinsèque à tout développement clinique, les caractéristiques génétiques ou générales des patients français, alors que les essais sont multinationaux, le comportement des médecins, le comportement des patients, par exemple l'observance au traitement, les effets secondaires non observés compte tenu de la durée des essais cliniques. Enfin, il peut manquer en première inscription des données de comparaison directe avec tous les comparateurs pertinents pour les autorités publiques. Ces premiers points peuvent obérer l'évaluation clinique autant que l'évaluation économique. Sont spécifiques à l'étude d'efficience stricto sensu les points suivants. Les données de coût des prises en charge sont modélisées. Le lien entre les critères principaux et la morbimortalité est généralement modélisé dans une étude d'efficience. Les données d'utilité sont encore très fragiles en France. Enfin, les modèles peuvent reposer sur des choix méthodologiques qui sont justifiés en première intention, mais qui peuvent devenir critiquables après l'observation de la réalité. Elle devrait effectivement permettre d'affiner la connaissance de l'efficacité de la molécule, mais il faudra pour cela que les protocoles adoptés suivent une méthodologie rigoureuse. Les études observationnelles pures, à la française, ne répondant pas en général à l'évaluation comparative des traitements. Sur ce point, il convient de rappeler que tout ça doit se dérouler dans un temps court de la post-inscription. Il sera dans beaucoup de cas difficile de mettre en évidence un effet sur des hard endpoints de morbimortalité. Donc la modélisation entre les critères de résultat des essais et ces événements qui impactent le ratio d'efficience restera de rigueur. Il ne faut pas s'attendre à ce que les décideurs aient la preuve empirique complète d'un impact sur la mortalité, par exemple. Il conviendra aussi de définir quels seront les comparateurs pertinents qu'il conviendra de retenir dans les études de post-inscription. En principe, ceux-ci devraient être les mêmes que ceux qui ont été retenus dans l'analyse préalable. S'il faut répliquer ces comparaisons en post-inscription, cela peut conduire à des études très complexes et lourdes à monter. Dans le contexte de la préinscription, les données comparatives qui sont disponibles sont en général tirées d'un mélange de données contrôlées d'essais cliniques et de comparaisons indirectes tirées de la littérature. Pourra-t-on garder le principe de comparaison indirecte pour ne pas alourdir systématiquement le recueil de données en vie réelle? En matière d'efficacité, on manque cruellement en France de données dites d'utilité permettant de calculer les QALY. Il est clair que la multiplication des études d'efficience en post-inscription et en préinscription d'ailleurs permettra au cours du temps de combler en partie ce gap. Surtout si ces données sont mises à la disposition de l'ensemble des acteurs. Il convient donc de mutualiser cette connaissance produite sur ce point, alors même que les études de post-inscription restent confidentielles et réalisées par un laboratoire. Dès lors que seront définies les règles d'accès aux données de l'assurance maladie, bien entendu dans le respect de la protection des personnes, la documentation de la majeure partie des coûts directs observés sera rendue à la fois plus crédible et plus facile.
Il convient cependant de ne pas oublier que certains postes de dépenses, comme par exemple les aides fonctionnelles à la vue ou à la marche, ne sont pas remboursés et devront aussi donner lieu à des recueils spécifiques. Un des défis les plus importants sera pour les pathologies chroniques invalidantes ou créant de la dépendance, de définir là aussi des outils standards pour mesurer le temps passé par les aidants naturels et par les professionnels. L'utilisation des résultats de ces études d'efficience reste à définir. Comment doit-on interpréter un éventuel écart avec la première évaluation? Ces études auront également leur zone d'incertitude. On n'est pas dans un modèle où ce qui était incertain devient immédiatement certain. Il y a également un autre enjeu à ces études que j'ai mentionné brièvement plus haut. On est dans le cas de figure où la mise en commun de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble des modèles et des données aurait un bénéfice collectif important. Comment alors concilier la nécessaire protection de la confidentialité des dossiers d'évaluation en vue de la négociation avec les pouvoirs publics et les bénéfices collectifs majeurs en termes de rapidité, de standardisation et de partage de certaines données? Je crois que cette notion de mutualisation des données est un enjeu du futur pour les études de post-inscription.